Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis actuellement dans le cours de physique et je voudrais aborder un niveau particulier de la matière, le niveau atomique. Je voudrais aborder par rapport à ce niveau particulier une théorie qui s'est imposée au XXe siècle et qui permet d'expliquer certaines propriétés de ce niveau de monde, à savoir la théorie quantique. Alors évidemment, il n'est pas question de le faire ici avec l'outil indispensable dont se servent les physiciens, l'outil mathématique. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère de fait que le monde que je vais décrire a des propriétés absolument contre-intuitives. Ça veut dire qu'il ne correspond à rien de ce qu'on est habitué à voir à notre niveau, à nous, de perception. C'est autre chose. Et pourtant, c'est la même matière qui compose ce monde. Je veux dire par là que le niveau microscopique des atomes et des particules sous les atomes, qui constituent les atomes, c'est ça qui compose l'univers tout entier et qui nous a permis, dans ces cours de physique, d'aller jusqu'à la considération des propriétés des galaxies. Donc une masse de cette matière gigantesque qui fait apparaître des propriétés extérieures tout à fait différentes encore de celles qu'on voit à notre niveau à nous. Comme je me prive volontairement de l'outil mathématique, puisqu'il s'agit d'essayer de faire comprendre avec des analogies prises au niveau de notre monde pour que toute intelligence pratique puisse comprendre un tout petit peu quelque chose, eh bien évidemment, je vais forcément manquer de précision. Je ne pourrai parler que par mode d'analogie. Mais cette manière de parler, par mode d'analogie, je dirais que parfois, elle permet quand même de comprendre. La métaphore, disait Aristote, c'est d'abord quelque chose de différent de la réalité. Et pourtant, il y a quelque chose un petit peu qui est commun et qui permet de comprendre. Eh bien, c'est cet outil-là, cet outil pédagogique de compréhension que je vais essayer d'utiliser dans cette leçon. Alors d'autre part, on sait que lorsque la philosophie réaliste a été inventée par Aristote, donc plusieurs siècles avant Jésus-Christ, lui n'avait absolument pas la possibilité, avec des outils comme le microscope, ou même à travers des expérimentations, il n'y avait pas pensé. Il n'avait pas la possibilité d'atteindre le réel. Il ne pouvait, à son époque, se servir que de ses 5 sens. Donc il ne pouvait parler que de ce qu'il voyait autour de lui. On comprend bien que pour atteindre un tel niveau, qui est infiniment petit, enfin infiniment le terme est impropre, disons immensément petit, eh bien on est tout à fait au-delà de l'expérience. Du coup, certaines personnes pourront dire que ce que j'aborde là ne fait pas du tout partie de la philosophie, mais fait plutôt partie de la science. Le problème, c'est que la philosophie, sa définition comme matière au point de vue épistémologique, c'est le fait d'atteindre le réel, la réalité, par tous les moyens possibles de l'intelligence humaine, tout ce qu'elle peut inventer, sans exception, à l'exception évidemment de la révélation venant d'en haut, qui pour le philosophe est de l'ordre d'une opinion. Donc le philosophe, par méthodologie, il ne croit qu'en ce qu'il voit, ou en ce qu'il a expérimenté, ou en ce qu'il a démontré. Eh bien, la science, telle qu'on va l'aborder maintenant, on voit bien qu'elle est partie de la philosophie, puisqu'elle atteint bien quelque chose de réel, et c'est ce qu'elle veut, c'est ce à quoi elle tend, et à travers des outils naturels à l'intelligence humaine. Donc on pourrait dire que la philosophie réaliste est un immense paquet, et à l'intérieur, un cercle restreint, dont l'objet matériel est la matière, uniquement ce qui est matériel, et dont l'outil va être l'expérimentation et l'expression parfois à travers des équations mathématiques, qui sont, je dirais, le langage qui exprime le mieux de fait cette matière, puisqu'elle a un substrat mathématique, enfin plutôt une structuration mathématique. Donc nous sommes bien en philosophie réaliste,
Et il est essentiel à ceux qui veulent retrouver ce réalisme d'intégrer toutes les données réalistes qui sont apportées par les sciences modernes, qui ont ce même esprit d'Aristote. Alors quel sera le plan de ce cours? Eh bien, je dirais qu'en premier lieu, nous partirons de l'expérience, ou plutôt des expérimentations. Quels sont les faits? Qu'est-ce qui, pendant le XXe siècle et jusqu'à maintenant, a été découvert sur les propriétés de cet immense aimant petit? Et ça, c'est fondamentalement la démarche réaliste. On ne peut pas inventer des théories sans partir des faits. Disons que parfois on peut le faire, c'est arrivé, mais de toute façon, si une théorie imaginée par intuition entre en philosophie réaliste, c'est qu'elle doit être vérifiée ensuite par des faits. On part des faits expérimentés et on retourne aux faits expérimentés. La deuxième partie, eh bien, elle manifestera, je dirais, notre incapacité à comprendre ce qui est découvert factuellement dans ces expérimentations. Et dans la troisième partie, très modestement, à cause de cette deuxième partie, eh bien, nous essaierons de regarder s'il y a une possibilité de compréhension philosophique, d'interprétation de ce domaine très bizarre, qui est celui des atomes et des particules qui composent les atomes. Donc je veux aborder dans cette première partie les découvertes factuelles, expérimentales sur ce niveau de la matière. Et pour cela, un tout petit rappel historique. Vers 1900, on peut dire que la matière, dans sa structure microscopique, donc au-dessous des molécules, on ne sait pas encore ce qu'elle est. Il y a des hypothèses qui se chamaillent en science. On a encore, à l'époque, des vieilles hypothèses qui datent, je dirais, de l'Antiquité. Et puis, certains avancent le modèle des atomes, à savoir que la matière serait composée de particules, je dirais, unifiées, de petits êtres, on pourrait dire ça. De petits êtres qui, s'agrégeant entre eux, formeraient les molécules. Et c'est vers 1911 que la connaissance, je dirais, se précise de ces atomes. Je dirais que, à force d'analyser les molécules, on se rend compte que ce modèle correspond à quelque chose. C'est évidemment un modèle qu'on va s'efforcer d'imaginer. Donc on se le représente. Le premier à avoir représenté les atomes, c'est un certain Rutherford, un scientifique. Et voilà ce qu'il élabore comme modèle. C'est un modèle que tous ceux qui ont fait le collège se sont vus présenter parce qu'il est très simple, il est très pratique. Il dit ceci: un atome, comme par exemple l'hydrogène, finalement, ça ressemble tout à fait à ce qu'on voit et qui est très grand, un système solaire. Au centre, il y a une masse qui correspond au Soleil et qui est le proton, quelquefois accompagné d'un neutron qui lui donne une masse beaucoup plus solide. Et autour, il y a des planètes qui tournent avec une orbite elliptique, exactement comme les planètes autour du Soleil. Ce sont les électrons. Ils sont chargés négativement. Dans ce modèle de Rutherford, on voit qu'il peut y avoir plusieurs planètes, chacune sur son orbite. Évidemment, il le développe et il dit que logiquement, puisque les électrons tournent autour du proton, et qu'en tournant, elles émettent de l'énergie, elles en perdent, il y a un frottement quelconque, eh bien, petit à petit, les électrons vont se ralentir autour du proton, et petit à petit, par cercles concentriques, par perte régulière d'énergie, elles finiront par tomber sur le noyau et atteindre une température, le 0 degré absolu, ça veut dire quand il n'y a plus de mouvement. On peut dire que le modèle, il ressemble à ça. Donc on le voit, il y a une sorte de perte d'énergie qui est, je dirais, régulière, on appelle une perte d'énergie continue dans son modèle, et qui aboutit à la fin, je dirais, à l'immobilisation de la matière. Seulement, il s'avère que, en regardant ce qui se passe dans la matière, il s'avère que ce modèle se révèle faux par bien des problèmes. Certes, il dit quelque chose, il y a bien un centre, il y a bien quelque chose qui tourne autour, mais il se révèle faux.
je dirais que c'est un physicien, quelques années plus tôt, Max Planck, qui lui avait découvert qu'en fait, il n'y avait pas de perte d'énergie comme cela, continue, mais plutôt des pertes d'énergie par paquets. Ce qu'on appelle des pertes d'énergie discrètes. Donc, quand un électron, je dirais, perd de l'énergie autour de son proton, il envoie un paquet d'énergie. Un paquet avec, je dirais, une constante particulière, une quantité d'énergie particulière. C'était un fait expérimental, et puis, évidemment, personne n'arrivait à l'expliquer. C'est quelque chose qui semblait tellement contradictoire avec ce qu'on observe. Par exemple, la Lune, elle tourne autour de la Terre, et elle ne perd pas tout d'un coup un paquet d'énergie pour être à une orbite différente. Non, elle perd régulièrement, de manière continue, de l'énergie. Elle se ralentit, par exemple, chaque année de quelques je dirais, quelques 100 milliardièmes de kilomètres heure, sa vitesse, etc. Mais ça ne se fait pas par paquet. Donc on le voit, encore une fois, ce sont les données expérimentales qui obligent ces scientifiques à penser. Et c'est pourquoi, vers 1913, un autre scientifique, un tout jeune scientifique appelé Niels Bohr, il a 23 ans, eh bien, bien qu'il n'y croit pas, bien qu'il soit hostile à ces données expérimentales, très curieusement, eh bien, il va finir par les faire siennes et il va essayer d'élaborer un autre modèle. Un autre modèle qui va se révéler beaucoup plus conforme à la réalité. Mais attention, il reste un modèle. Toujours pareil, ça veut dire qu'il est fait sous forme de métaphore, d'analogie. Et il dit ceci: puisque les électrons autour des protons ne peuvent pas se trouver n'importe où, mais ont une orbite particulière qui leur est imposée. Cet endroit précis étant mesuré par des constantes, une constante particulière, une constante dont on ne sait pas d'où elle vient. On la constate, elle est là. Comment se fait-il qu'elle est là? Personne ne sait. À la rigueur, comme disait métaphoriquement quelqu'un, il faudrait demander au créateur. Mais en tout cas, c'est réglé comme une horloge. Eh bien, ce savant, Niels Bohr, va élaborer le modèle suivant. Donc voilà à quoi ressemble selon lui l'atome. Il y a au centre le proton, avec éventuellement ses neutrons, et les électrons qui tournent autour, mais à des endroits précis. Et lorsque, pour une raison ou pour une autre, par exemple parce que l'atome augmente son énergie, eh bien il change d'orbite, obligatoirement, par saut quantitatif, ce qu'on appelle un saut discret, donc un chiffre fixe, on peut multiplier par 2, par 3, etc. Il passe sur un autre orbite qui est représenté sur ce schéma qui est très mal fait, mais qui signifie bien ce que je veux dire. Donc si je résume, l'électron ne peut se trouver que là, ou là, ou là, ou là, etc., avec une quantité qui peut être parfaitement formalisée par l'outil mathématique. Eh bien, ces paquets d'énergie qui peuvent être soit perdus avec la matière qui entoure, soit gagnés parce qu'on apporte à cet atome de l'énergie. Ces paquets d'énergie continus, on les appelle les quanta. C'est ça qui va fonder la physique quantique. Donc la physique par paquet, on pourrait dire. Une physique qui s'applique uniquement à ce niveau-là et qui n'est jamais expérimentée au niveau de notre, de notre monde tel qu'on l'expérimente, nous, de manière expérimentale. Alors évidemment, ces découvertes comme ça ne paraissent pas, bouleversantes. À la rigueur, on se contente d'accéder aux faits et de s'y soumettre. Cependant, ces premières découvertes vont pousser des physiciens à multiplier des expérimentations pour regarder ce qui se passe à ce niveau atomique et des particules qui constituent les atomes. Et c'est comme ça que peu à peu, grâce à leur imagination, eh bien, vont apparaître une série de propriétés absolument étonnantes, complètement contre-intuitives, et dont je vais parler à partir de maintenant. Alors, ces expériences que je vais rapporter maintenant, il faut bien les distinguer
Et toujours garder en tête qu'il faut les distinguer de l'interprétation qu'on peut en faire. Il faut dans un premier temps être très strict et regarder le fait expérimental. Il est contre-intuitif et donc immédiatement, évidemment, chacun d'entre nous va essayer de se forger une métaphore. Pourquoi pas? Mais à condition de bien avoir en tête que la métaphore est trompeuse. Et on peut dire que toutes les interprétations mauvaises qui sortent des tentatives, comme je fais maintenant, de, entre guillemets, vulgariser des faits comme cela, eh bien, sont venues d'une confusion entre la métaphore, obligatoire évidemment, et la réalité, le fait observé. Alors les premières expériences, on peut dire qu'elles datent de 1801. Donc ce sont des expérimentateurs qui s'amusent avec la matière et un certain Thomas Young. Voilà son idée. Il a l'idée de prendre une lampe, à l'époque il n'y a pas des lampes comme ça, mais peu importe, et il envoie un rayon de lumière à travers une fente très fine. De l'autre côté de la fente, il y a un écran. Et il observe tout naturellement, en face de la fente, eh bien, une raie de lumière. On peut donc dire que la lumière, qui est comparable à des petits grains, est passée par la fente et allée frapper l'écran. Et donc, de l'autre côté, on a une raie qui est identique à la fente en question. Alors ensuite, comme il aime bien bidouiller, il a une deuxième idée. Il fabrique un dispositif un peu comme ceci. Donc on voit, il y a deux fentes. Et il fait passer un pinceau de lumière par les deux fentes. Donc il a un projecteur un petit peu comme ça, je dirais. Et évidemment, la lumière va se projeter et passer à travers les deux fentes. Normalement, et parce qu'on imagine les photons comme des petites billes, et bien voilà ce qu'on devrait obtenir sur l'écran, de l'autre côté des deux fentes. On devrait obtenir une chose comme ça. Ça veut dire deux traits de lumière, très nets. Les billes sont venues frapper là où la lumière s'est dirigée. Donc si j'utilise cet autre schéma, pris par-dessus, on a le canon à lumière qui est ici, la lumière vient passer par les deux fentes et normalement on devrait avoir deux fentes de lumière sur l'écran ici. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on obtient. Lorsqu'il regarde son écran, il obtient ceci. Donc une série, je dirais, de traits, avec des intensités différentes de lumière, qui ressemblent tout à fait à des traits d'interférence qui se passent entre des ondes. Donc pour l'expliquer, je vais montrer un dernier petit schéma. Tout se passe comme si, à partir d'ici, donc la lampe, il part, je dirais, un peu comme des ondes, comme si on avait lancé un caillou dans l'eau. Les ondes arrivent dans les deux fentes en question, et là, comme une onde dans l'eau, elles repartent, chacune de leur côté. Elles repartent et elles vont se croiser, évidemment, ce qui fait que sur l'écran, on a aux endroits où les ondes se croisent, les deux sortes d'éclats, une intensité plus grande. C'est ce qui explique les raies d'interférence que l'on voit ici grossièrement reproduites. Alors ça, c'est le fait. Et le fait, il est constaté donc dès 1800. Donc c'est quelque chose de très ancien. Grâce à ces expérimentateurs, toute cette période de curiosité qui fleurit à partir du début du XIXe siècle. Et donc, dès cette époque-là, eh bien, certains qui cherchent à comprendre se disent que probablement la lumière, c'est pas seulement un corpuscule, c'est aussi une onde. Au XXe siècle, les expériences vont reprendre. Et cette fois, nos expérimentateurs vont essayer d'inventer toutes sortes de situations. Ils ne vont pas seulement le faire avec des photons, donc de la lumière, mais ils vont essayer de le faire avec un canon, par exemple, à électrons, mais aussi avec des protons. Et là, ils constatent que ça se produit de la même façon. On a des bandes d'interférence. Et donc, pour vérifier, ils vont décider de procéder autrement. Ils se disent peut-être que, par exemple, comme on envoie un pinceau de lumière,
qui passent par les deux fentes, eh bien, les photons, je dirais, interfèrent entre les uns et les autres, se cognent, etc., vont dans tous les sens, ce qui expliquerait ces raies d'interférence. Et donc, on va décider de tenter l'expérience suivante, d'envoyer, par exemple, un électron, puisque ce sont des particules, je dirais, de cette espèce-là, qui sont toutes petites, et donc qui produiront ces effets quantiques, de les envoyer une, par exemple, un électron toutes les 2 minutes, ou alors un photon toutes les 2 minutes. Et on regarde ce qui se passe sur l'écran. Alors au XXe siècle, ce sont des écrans photographiques cette fois. Et donc on a des traces qui restent vraiment définitivement. Et donc si on envoie par exemple des électrons, un par un, on constate qu'au commencement, il y a bien en face des fentes des impacts localisés, un point de lumière. Visiblement, il y a bien un corpuscule. Le problème, c'est qu'en multipliant cette expérience, en la faisant des heures et des heures, au bout d'un certain nombre d'heures, en envoyant toutes les 2 minutes, un proton, ou même, pourquoi pas, autre chose, eh bien, on obtient la réapparition de ces franges d'interférence qui indiquent qu'en fait, on a bien un phénomène d'onde. Alors, comment interpréter cela ? Ça se passe comme si il se passait ceci. Notre canon à photons envoie une particule. Deuxième étape, cette particule se transformerait en onde qui passerait par les deux fentes. Elle interférerait avec elle-même, puisque au départ il y a une seule particule, elle est passée par les deux fentes, elle interférerait avec elle-même, avec ce système de vagues tel que je l'ai montré tout à l'heure, pour former, petit à petit, au fur et à mesure qu'on prolonge l'expérience, ces raies d'interférence sur l'écran photographique. Donc ce serait un petit peu ce schéma-là que j'avais indiqué tout à l'heure. Alors évidemment, les physiciens vont essayer de formaliser cela par un modèle mathématique. Ils vont finir par penser que le modèle le meilleur pour illustrer ça, c'est comme si notre grain de lumière ou notre particule passait soit par une fente, soit par l'autre, soit par les deux, soit par aucune, et que la somme de toutes ces possibilités donnait ce qu'on obtient sur l'écran à la fin. Alors évidemment, nos physiciens, qui sont des êtres curieux par nature, se sont dit qu'ils allaient tenter une nouvelle expérience. Essayer de mettre une caméra de haute précision pour voir par quelle fente notre grain de lumière était passé, notre photon. Et donc normalement, s'il passe par l'une fente, si on surveille l'autre fente, on verra bien, puisqu'il n'est pas passé par là. Et s'il passe par la fente qu'on surveille, on le verra, puisqu'il est passé par là. Et voilà ce que ça va donner. Ça va donner que notre photon, une fois qu'il est observé, ne va plus passer que par une des fentes, toujours la même. Et donc sur notre écran, de l'autre côté des deux fentes de Young, on obtiendra un simple point de lumière à un endroit particulier. Tout se passe comme si, je dis bien comme si, là encore je suis dans une interprétation en me servant des analogies dans le monde concret qui nous entoure, tout se passe comme si cette particule, qui peut être un électron, un proton, un photon, tout ce qu'on veut, devinait qu'on l'observe, ou alors comme si l'observation changeait l'expérience. Alors je voudrais manifester maintenant un dernier de ces points étonnants qui ont été manifestés par ce genre d'expérience. C'est ce qu'on appelle l'effet d'intrication. Donc si je reprends ce schéma que j'avais montré tout à l'heure, que je n'envoie une seule particule, je constate que, en fait, c'est comme si elle passait par les deux trous en même temps, pour donner les interférences sur l'écran dont j'avais parlé. Imaginons maintenant que je produise cette expérience, mais de telle manière que les deux fentes soient éloignées par exemple de 30 000 km. Je ne sais pas si c'est possible sur Terre, mais enfin imaginons. Eh bien, si j'influence la partie d'énergie qui passe par là, si je l'influence par exemple en modifiant son comportement, eh bien instantanément, je veux dire, c'est pas à la vitesse de la lumière, c'est instantanément,
l'autre, ici partie, de cette particule, changera son comportement. On dirait qu'une information passe instantanément, non pas à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, mais instantanément, vraiment. C'est quelque chose qui, a priori, pourrait dire qu'on fait mentir la théorie de la relativité générale qui dit qu'on ne peut pas, la vitesse de la lumière est indépassable. En réalité, c'est plutôt comme si notre seul grain de lumière n'était pas dans quelque chose de local. Le lieu, c'est autre chose. En fait, on influence ce même grain de lumière qui semble être à deux lieux différents. En fait, c'est une seule particule à la base. Tout cela est entrelacé, en réalité. Et donc, on voit qu'à partir de ces expériences qui sont fondatrices, je dirais, de tout le reste, ça va être évidemment des tentatives d'interprétation. On a un univers absolument nouveau qui apparaît, à nos yeux. Pour vérifier encore plus ce phénomène, dans les années 2000, par là, des physiciens allemands ont essayé cette expérience non plus en utilisant des photons, qui sont des grains extrêmement légers, mais en utilisant des atomes extrêmement lourds. Alors ils ont utilisé du rubidium refroidi à une fraction du 0 degré absolu, à moins de 170 degrés Kelvin. Et ils ont retenté l'expérience donc en envoyant ces noyaux de rubidium et en essayant d'observer par quelles des fentes ils passaient. Eh bien, ils ont obtenu exactement le même effet. Ça veut dire que l'observation changeait l'expérience et il fallait bien arriver à interpréter ce fait. Des tentatives d'explication vont être données en disant par exemple que, en fait, l'observation change l'état quantique de cet atome. Donc c'est ce que dit par exemple Philippe Grangier, qui est un responsable du groupe d'optique quantique à l'Institut d'optique d'Orsay. Il dit ceci: avant que l'on sache où est l'atome, il est à la fois dans la fente de gauche et à la fois dans celle de droite. Dès que l'on sait que l'atome est passé par la gauche, par exemple, il ne peut plus être à droite. Il n'y a donc plus d'interférence possible. C'est le fait de mettre une étiquette sur l'atome qui fait disparaître l'intrication entre les deux états de l'atome, gauche et droite. Alors avant d'essayer de rentrer dans les tentatives d'explication actuelles, je voudrais poser une question précise. À quel moment ce genre de phénomène commence-t-il à arriver? Autrement dit, à quel moment passe-t-on d'une physique classique, de type newtonienne, celle qu'on vit tous les jours, à cette physique bizarre qu'on appelle la physique quantique? Eh bien, en fait, en réalité, les mathématiciens et les physiciens se sont rendus compte que ça commençait à fonctionner au niveau des particules élémentaires globalement. Globalement, dès qu'on est au niveau d'un atome isolé, par exemple l'hydrogène, ou celui que je viens de citer, lorsqu'on est dans les particules qui composent ces atomes, donc les protons, les neutrons, les électrons, ou dans les particules qui composent ces particules, les quarks, les gluons, etc., eh bien, c'est la physique quantique qui s'applique. C'est donc au niveau infiniment ou immensément petit de la matière, là où s'applique globalement la constante de Planck. Et à un moment donné, lorsque ces particules sont agencées entre elles en masse suffisamment grande pour former par exemple une molécule, eh bien l'effet quantique disparaît. On peut dire qu'il y a comme une influence du milieu tel que nous l'expérimentons, et qui fait que les propriétés changent radicalement. Donc évidemment, le passage d'un état à l'autre est quelque chose qui n'est pas maîtrisé absolument. Alors devant de tels faits, évidemment, les physiciens vont tenter des explications. L'une des plus connues que certains étudient en classe de terminale ou un petit peu au-dessus, c'est le fameux principe d'Heisenberg, à savoir que on ne peut pas mesurer en même temps la position et la vitesse d'une particule de ce genre. La plupart du temps, dans la tête des bacheliers,
eh bien ça veut dire qu'en fait tout ça c'est un peu flou. Que si on trouve le lieu exact où se trouve cette particule, par exemple cet électron, eh bien on ne peut pas savoir en même temps sa vitesse parce que, je dirais, elle se cache. Donc ce principe tel qu'il est formulé, on a l'impression qu'il dit qu'en réalité il y aurait véritablement des particules, donc des petites billes, mais que simplement elles auraient un comportement un peu bizarre et qu'elles cacheraient certaines de leur nudité. La vérité, c'est que c'est une erreur d'interprétation, semble-t-il. La vérité, c'est que ces particules ne sont pas des particules, mais qu'elles ne sont pas non plus des ondes. Et qu'en fait, nous, parce qu'on essaye de les connaître comme on peut, eh bien, on utilise le modèle d'une particule ou le modèle d'une onde, en essayant comme ça de pénétrer un peu le secret de ces réalités qui nous échappent. En réalité, c'est autre chose. C'est une autre, je veux dire, c'est un autre état de la matière. On ne peut pas être onde et particules ensemble. Ça, c'est le domaine de notre physique à nous, dans le domaine du visible. À ce niveau-là, c'est comme si cela se comportait des deux façons que j'ai indiquées. Et donc, résultat, puisqu'on n'arrive pas à comprendre ce que c'est, on a deux possibilités. Soit une vulgarisation, comme je fais maintenant, en se faisant des métaphores, soit, comme le font les mathématiciens, en élaborant une sorte d'objet mathématique, ayant une certaine direction, une certaine vitesse, une certaine énergie, et qui représenterait ces particules. En réalité, celui qui est mathématicien, il voit bien que les mathématiques sont véritablement un langage qui correspond, qui permet d'illustrer ce à quoi on a affaire, alors que la métaphore, elle est piégeuse, parce qu'elle nous replonge dans notre niveau de la physique classique. Alors sans insister trop, puisque ce sont des mathématiques, on peut dire que l'objet mathématique qui a le mieux représenté ces particules dans leur milieu et dans leur façon d'agir, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Donc pour ceux qui ont fait un petit peu de maths, on se rappelle ces flèches qui indiquent une direction, mais la longueur de la flèche indique aussi une quantité d'énergie. Eh bien, c'est le meilleur modèle dans un espace vectoriel pour représenter les choses. Et l'avantage de ce modèle mathématique, c'est qu'il permet de sortir de la représentation métaphorique où on aurait une particule, puis ensuite une onde, pour arriver à superposer les deux choses, à comprendre que c'est en fait un autre monde avec les deux propriétés en même temps. Alors ce qui est terrible par contre, c'est que ce concept mathématique que les mathématiciens, eux, peuvent comprendre, eh bien, on dirait qu'il fait sortir du concret le domaine de ces particules. C'était si simple dans les représentations de jadis de se représenter l'électron comme une petite bille, ou alors comme une onde, un caillou qu'on lance dans l'eau et les vagues que ça fait autour. Non, en ayant cet outil mathématique, on sort de ces représentations concrètes qui ont une certaine part d'illustration, mais qui sont très fausses. Et on a l'impression d'entrer dans un monde d'abstraction. En réalité, ce n'est pas de l'abstraction, c'est du réel, mais un réel qu'on n'arrive pas à comprendre, si ce n'est au mieux, avec cet outil mathématique que je viens d'indiquer. Autre chose, cet outil mathématique, le vecteur, eh bien, il permet de comprendre qu'en fait, le domaine de la physique quantique, ça n'a rien à voir avec le domaine du flou. Donc, on fait des probabilités, on ne sait pas trop. Non, du tout. Ça, c'est une mécompréhension du principe d'Heisenberg. Le principe d'incertitude, mal traduit. C'est plutôt le principe d'indétermination des deux en même temps, quelque chose comme ça. En fait, on sait parfaitement, en utilisant ce modèle mathématique du vecteur, caractériser une particule dans son mouvement, dans son comportement, etc. Mais pas avec les notions du monde de la physique classique telles que nous, intuitivement, on aimerait bien pratiquer les choses. Cela n'empêche pas, bien sûr, dans toutes les explications que doivent donner les physiciens, qu'ils doivent faire comme si c'était une onde, ou comme si c'était une particule. C'est indispensable. En philosophie, on sait très bien,
De la même façon qu'on ne peut pas représenter certaines choses très spirituelles sans l'analogie métaphorique dans le sensible. Et bien là, c'est un peu pareil. On est dans des choses matérielles mais très complexes et on n'arrive pas à se les représenter qu'avec des analogies métaphoriques prises dans le domaine sensible qui nous est connaturel. Attention donc juste à ne pas confondre la métaphore avec la réalité. Alors, à partir du moment où on a compris que la physique quantique n'est pas la physique classique, que c'est un autre monde, on a donc la possibilité de faire des mathématiques pour cela représenter, ou alors de se contenter, comme je le fais ici, des métaphores à partir de la physique classique. Et donc ça va être tout le domaine de ce qu'on appelle l'interprétation de ce qui se passe. Et donc domaine extrêmement dangereux. Je dirais même que, prudentiellement, un physicien actuel aurait tout intérêt à se contenter des faits et des outils mathématiques. Et à ne pas chercher à aller trop loin. Parce que dès qu'on utilise ces métaphores dans la physique classique, on risque bien de tomber dans des travers que je vais indiquer un petit peu après. Alors voici l'exemple d'un travers particulier. C'est le fameux paradoxe du chat de Schrödinger. Alors, en fait, je n'ai pas abordé toutes les découvertes par rapport à ce monde, ce serait vraiment gigantesque. Mais disons que l'une des découvertes liées à ce monde des atomes, et ce monde plus petit que les atomes, eh bien c'est que une particule peut être en probabilité dans plusieurs états différents. Par exemple, si on prend un atome d'uranium, eh bien il va se décomposer. Si je prends une quantité d'uranium, mettons de 100 milliards d'atomes d'uranium, la période pour que la moitié de ces atomes se soit décomposés est, mettons, de 10 ans. C'est un chiffre que je donne au hasard. Donc au bout de 10 ans, la moitié des atomes se seront décomposés, et si je prends tel atome particulier parmi tout cela, il y a donc, je dirais, un certain nombre de chances pour qu'il soit décomposé lui-même ou qu'il ne le soit pas. Et donc face à cela, eh bien, Schrödinger, un scientifique du XXe siècle, avait inventé une sorte de paradoxe. Imaginons un atome particulier dont la période de décomposition soit, mettons, de 2 jours. Je le mets dans une boîte, au bout d'1 jour, il a donc une chance sur 2 de s'être décomposé. Mais la boîte est fermée, je ne sais pas si c'est décomposé. Imaginons maintenant que par un dispositif très particulier, je le relie à une autre boîte où est un chat. Ce chat est enfermé, il y a un détecteur qui va vérifier si l'atome dans la première boîte est décomposé ou non, et qui va déclencher une sorte de marteau qui va casser une fiole de poison qui va tuer le chat, si l'atome se décompose. Au bout d'1 jour, je dirais que le chat en question a donc une chance sur 2 d'être mort. L'atome qui est dans la boîte, lui aussi, a une chance sur 2 de s'être décomposé. Il est soit décomposé, soit il ne l'est pas. Il n'est pas les deux à la fois. Eh bien, cette expérience du chat de Schrödinger, mal comprise, a fini par faire croire qu'en fait, l'atome dans la boîte pouvait être dans 2 états à la fois, à savoir à la fois mort et vivant réellement, alors qu'en fait c'est un calcul de probabilité. Et donc que le chat dans la boîte pouvait être à la fois mort et vivant, alors qu'en réalité, il a juste une chance sur 2 d'être mort et vivant. Donc, ce paradoxe du chat de Schrödinger, en réalité, c'est pas un paradoxe, c'est plutôt la confusion entre 2 états possibles selon les probabilités, et puis la réalité qui n'est pas connue. Évidemment, si on ouvre la boîte où est l'atome, on va tout de suite voir s'il est décomposé ou non. Si on ouvre la boîte où est le chat, on va tout de suite voir s'il est mort ou pas, puisque c'est en rapport. Donc on voit le genre de, je dirais, de mécompréhension de ces paradoxes qui ont amené à faire, je dirais, des théories qui semblaient s'opposer au principe de contradiction, alors qu'en fait le principe de non-contradiction, il est imparable, même dans ce domaine des quanta.
Un chat ne peut donc pas être à la fois mort et vivant, ce serait une contradiction. De même qu'un atome ne peut pas être dans sa boîte à la fois décomposé et non décomposé. Donc bien distinguer les domaines de la connaissance et le domaine de la réalité. Alors par contre, ce qui est bien réel pour le coup, eh bien, ce sont certaines conséquences philosophiques sur des notions comme le lieu, le temps, la localisation, à ce niveau particulier des atomes. En effet, si je reprends l'expérience de Jung que j'ai bien indiquée tout à l'heure, eh bien qu'est-ce qu'elle dit réellement sur ces particules? Si une particule émise peut passer par deux fentes en même temps, donc il y a bien deux substrats qui sortent de chaque fente, mais qui sont complètement liés. En fait, c'est une seule réalité, qui n'est pas une particule, qui n'est pas non plus une onde. C'est un autre état. Si donc, par rapport à notre notion de lieu, on a ce passage par deux lieux qui sont différents, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on parle en termes de lieux qui se réfèrent à la physique classique pour comprendre quelque chose qui finalement n'a plus cette même notion de lieu. La particule, par ces deux, je dirais, artefacts, ces deux avatars, qui peuvent être situés, je dirais, si on considère la physique classique, à 1000 km l'un de l'autre. En fait, c'est une seule réalité. Elle est connexe. C'est pourquoi, si l'une des deux parties, entre guillemets, est modifiée, l'autre aussitôt est modifiée. Il n'y a pas de passage réel par les lieux intermédiaires pour transmettre l'information, parce qu'en fait, c'est une seule particule. Eh bien, ça indique quoi? Qu'à ce niveau-là, il faut complètement sortir de la notion de lieu telle qu'on la considère en physique classique. Ça, c'est le premier point. On voit évidemment toute la difficulté, encore une fois, puisque pour comprendre, notre esprit a besoin de concepts expérimentés dans la physique classique. D'où l'intérêt, encore une fois, d'essayer de se méfier de ces analogies et d'entrer, si on le peut, si on est mathématicien, dans une représentation à travers des équations. De même, la notion de corpuscule, que j'ai employée tout au long de cette leçon, donc un grain de lumière, un électron, eh bien c'est une notion qui se réfère à la physique classique. Dans ce domaine, il n'y a pas de corpuscule, il n'y a pas non plus d'onde, c'est autre chose, encore une fois. Donc il faut arriver à sortir de ces concepts, même si on est encore une fois obligé de s'en servir pour comprendre. Idem pour la notion de temps. Dans la physique classique, le temps est mesuré par le mouvement. Je veux dire que si un corps passe de là à là, il faut qu'il traverse tous les lieux intermédiaires, il a une certaine vitesse, et c'est le temps qui va mesurer la distance qu'il parcourt. Eh bien, dans la physique quantique, cette notion est complètement évacuée. Puisque la notion de lieu elle-même change complètement, eh bien le temps qui mesure le mouvement, passage d'un lieu à un autre, doit être complètement changé et modifié. Alors devant de tels paradoxes, de telles incapacités de comprendre, on devine pourquoi, je dirais, des métaphysiciens, mais aussi des religieux, et aussi des auteurs de science-fiction, se sont emparés de cette physique quantique pour essayer d'imaginer si un homme était propulsé à ce niveau de l'être. Toutes sortes de choses ont été imaginées, comme des univers parallèles. Alors je voudrais manifester une analogie qui, puisque je suis aussi théologien catholique, ne manque pas de venir à l'esprit. Lorsque, en théologie catholique, on dit que le Christ accueille à l'heure de la mort tous ceux qui passent dans l'autre monde, et qu'on sait qu'à chaque instant, des milliers de personnes meurent. Cela indique, si on est logique, qu'il peut être dans des milliers de lieux à la fois pour les accueillir. Et donc on voit immédiatement le glissement qui serait possible. J'ai dit tout de suite qu'une seule particule
passant par les fentes de Jung, pouvait être finalement, entre guillemets, dans deux lieux à la fois, en termes évidemment de physique classique. Eh bien, on aurait tort de faire cette analogie en l'appliquant au monde de la théologie. Ça n'a rien à voir. Les particules élémentaires n'ont rien à voir avec, je dirais, la physique macroscopique, celle qui concerne les corps, qui sont biologiques. Donc si le Christ, réellement pour le théologien, peut accueillir des personnes en plusieurs lieux à la fois, c'est autre chose. Alors peut-être que ça a un rapport, peut-être, mais en tout cas, le lien n'est absolument pas fait. Et il ne faut pas le faire trop rapidement. Le théologien aura plutôt tendance à parler de la toute-puissance de Dieu qui fait un miracle de multilocation. Alors que dans le domaine de la physique quantique, ce sont des propriétés naturelles, à ce niveau réel d'observation, si on peut dire. Donc imaginez, je dirais, des mondes parallèles en s'appuyant sur la physique quantique ne me paraît pas judicieux. Je pense que ce serait forcer les analogies. De la même façon que, en physique relativiste, quand on parle des trous noirs, certains, s'appuyant sur cette métaphore, alors qu'en réalité, un trou noir, c'est une masse hyper concentrée, d'où rien ne sort, eh bien, on imaginait des sortes de passages d'un univers à l'autre. La réalité, c'est que si on approche d'un trou noir, on est démembré, écrasé, et on n'en sort jamais. C'est tout. Donc, toujours pareil, les métaphores restent des métaphores, toujours garder ça à l'esprit. Alors je voudrais terminer cette leçon par une dernière question. On constate donc que l'outil mathématique s'est révélé un langage extrêmement fort pour exprimer cette réalité, ce niveau du monde. La question qu'on peut donc se poser, c'est pourquoi les maths sont-ils si puissants pour comprendre cela? Comment se fait-il que, à ce niveau, on constate des constantes réglées de manière très précise, un fonctionnement que des équations vectorielles peuvent tout à fait bien, je dirais, indiquer. Alors, je dirais que, évidemment, quand on est confronté à cela, et qu'on est plus que physicien, qu'on est homme, on peut rentrer dans une vraie admiration. Et se dire, par exemple, comme l'ont fait les frères Bogdanov, et je sais que citer leur nom fera peut-être rire des physiciens, et ils auront bien tort. Parce que les frères Bogdanov ont simplement pris le pari de se poser des questions comme philosophes. La philosophie, c'est certes pas la physique, mais la physique n'est pas indépendante de la philosophie réaliste. Et donc, constatant, à travers des thèses qu'ils ont produites, thèses de mathématiques, thèses de physique pour l'autre, constatant ces constantes extrêmement bien réglées, ils se sont demandé d'où ça venait. Ils ont d'abord admiré en disant « Ces constantes avaient autant de chances de se régler de cette manière-là que si, avec un fusil à lunettes, on pouvait tirer dans une pièce de 2 euros située à l'autre bout de l'univers. » Donc ils ont ce sens de la vulgarisation et ça parle très très bien. Or, ça s'est réglé comme ça, le monde s'est réglé comme ça et a abouti jusqu'à donner, au niveau de la macroscopie, l'homme, avec son intelligence, qui peut comprendre ces choses-là. Et donc les frères Bogdanov ont dit que ce n'était pas une coïncidence, s'il y avait une telle intelligence dans la structure de la matière, et jusque dans l'homme, qui lui est apparu bien plus tard. Et ils ont donc été amenés à poser une cause qui puisse être adaptée pour expliquer cet effet intelligent, donc une intelligence créatrice. Est-ce que la preuve qu'ils émettent, est-ce qu'elle constitue une vraie preuve de l'existence d'un être premier, d'une intelligence, d'un grand horloger de l'univers, comme disait Voltaire? Eh bien, je dirais que c'est vrai que si on contemple les choses, on ne peut pas ne pas se poser cette question. Cependant, il y a eu des objections à cette voie d'accès au créateur des frères Bogdanov. Certains ont émis l'hypothèse que c'est parce que notre cerveau est lui-même à partir de matière, cette matière avec ses constantes en question. Il est fabriqué à partir de cette matière, qui se sont ensuite structurées en molécules,
puis en gigantesques molécules de la vie. Donc certains ont dit que c'est parce que sa nature même était d'être faite, cette matière-là, que peut-être il avait trouvé les mathématiques à un moment donné. Donc la cause serait la matière elle-même, qui étant avec des constantes mathématiques, a produit des effets intelligents qui pouvaient trouver ces mathématiques. Pourquoi pas? Je dirais pour ma part que dans ce domaine très particulier, d'une physique qui en est à ses débuts seulement, auquel on ne comprend pas grand-chose, eh bien je dirais que, pour ma part, je ne peux que rester admiratif et en attente. L'existence de Dieu, pour ma part, sans problème, je pense qu'on peut la découvrir par son intelligence seule, mais qu'il y a des domaines où c'est bien plus facile, comme par exemple le domaine macroscopique de l'apparition de la vie, à partir d'un monde non vivant qui n'a aucune propension à donner de la vie. Le monde minéral non vivant donne des molécules simples. La vie, ce sont des molécules composées de milliards d'atomes, structurées intelligemment, un peu comme de l'informatique. Ça me parle beaucoup plus, il faut le reconnaître. Donc je ne suis pas assez performant dans ce domaine de la physique quantique pour suivre tout de suite les frères Bogdanov, mais j'espère que dans ce siècle et dans le siècle à venir, à force de découvrir l'intelligence profondément présente dans ces choses-là, certains peut-être pourront aller plus loin et peut-être poser ou ne pas poser une intelligence organisatrice de ce monde. Voilà, je m'arrête là, en m'excusant évidemment par avance auprès des physiciens pour les imprécisions. Je ne suis pas physicien moi-même, c'est un domaine complexe, et en espérant que si un jour un vulgarisateur meilleur que moi peut, je dirais, manifester ce domaine, eh bien il le fera sans problème et je remplacerai aussitôt cette vidéo par une autre.